préparé cette rencontre, ce qui ressort souvent, c'est qu'il y a effectivement un blocage au niveau des coûts. Est-ce que c'est encore trop cher pour l'entreprise marocaine d'installer des systèmes, ou alors, comment avec l'expertise, vous arrivez aujourd'hui à apporter des solutions, on va dire, avant-vente? Pour le prix, je pense pour la gestion des déchets, il n'y a pas un prix catalogue. C'est-à-dire, le prix, on ne peut pas vous dire un prix X, mais par contre, par rapport à l'expérience qu'on a eue de certains industriels, et comme je viens de le citer, c'est que c'est vrai qu'il y a un engagement de la part de l'entreprise, parce qu'au départ, ça se voit qu'il y a l'entreprise, il va payer pour éliminer son déchet, mais avec l'accompagnement des CITA, travailler avec un grand groupe, comme j'ai dit, comme Suez Environnement, c'est-à-dire allié à un groupe de Suez Environnement, c'est que je pense que c'est par rapport au gisement de valorisable chez le client. Mais j'imagine qu'il y a des fourchettes. Est-ce que, M. Bichet, vous pouvez nous rapprocher un petit peu plus de ce coût? Parce qu'on parle de coûts directs, de coûts indirects. Peut-être même en citant peut-être quelques exemples au niveau international, si les exemples ici ne sont pas encore... J'allais dire, effectivement, M. Damir le dit, c'est assez complexe parce que comment dirais-je, il n'y a pas de prix unique sur la gestion du déchet. Il y a des fourchettes. Le problème, c'est que déjà, ça dépend effectivement des natures de déchets. Donc, ça peut varier de façon très importante. Si on parle sur le déchet dangereux, on sait que le coût de traitement d'un déchet dangereux va tourner entre 150 et 1000, voire 2000 euros la tonne. Donc, pour parler d'un ordre de grandeur. Bon. Ce que je voudrais effectivement préciser aussi, c'est que la logique du coût, il faut la remettre en, comment dirais-je, en perspective justement du contexte. Qu'est-ce qui fait effectivement le coût et qu'est-ce qui va faire qu'une entreprise va se positionner, une entreprise industrielle va se positionner par rapport à cette problématique de gestion des coûts. On l'a dit, il y a deux choses. Il y a l'aspect réglementaire et la mise effectivement en application des contraintes réglementaires. Et puis il y a un phénomène qui est important et qu'il ne faut pas oublier, c'est que quelles sont les alternatives possibles justement de l'industriel dans la gestion de ces déchets. Tant que, et de façon très précise, tant que les coûts de mise en décharge, alliés au fait que la problématique des contrôles sur l'entrée en décharge n'est pas assurée à l'heure actuelle au Maroc, mais la problématique de ce coût, effectivement, de cette mise en décharge, fait partie de l'équation de l'industriel pour pouvoir apprécier si le traitement par des filières effectivement autres a une problématique économique, parce qu'il faut qu'il reste concurrentiel par rapport au marché local, national et au marché international. Et tant que les coûts de mise en décharge ne sont pas, j'allais dire, artificiellement et mécaniquement augmentés pour justement promouvoir la mise en place justement des filières alternatives de gestion et de valorisation, tant que ce mécanisme-là n'est pas mis en place, on aura effectivement de la difficulté à faire en sorte que économiquement, la gestion des déchets d'une manière effectivement plus élaborée et plus environnementale puisse se développer. C'est un élément qui est très important et qu'il ne faut effectivement pas oublier. Aujourd'hui, la mise en décharge sur les décharges du Maroc, je parle sous le contrôle de M. Damir, on est en train de parler effectivement, je crois, de 100 dirhams la tonne. 100 dirhams la tonne, c'est 10 euros la tonne. 100 dirhams la tonne, je remets ça en perspective de pays comme justement l'Union européenne, où mécaniquement et artificiellement, les coûts de mise en décharge ont été portés à de l'ordre de 600 dirhams, 700 dirhams la tonne. Le fait de mécaniquement augmenter effectivement ces prix de mise en décharge pour le déchet, quel qu'il soit, déchet banal ou déchet voire même dangereux, surtout quand il n'y a pas de contrôle, le fait de monter effectivement le prix, automatiquement met en place les mécanismes qui vont bien au niveau donc des acteurs intermédiaires que sont les prestataires de services, donc au niveau de la collecte et de la transformation, et favorise également l'émergence des filières de valorisation, parce que ça c'est l'autre problématique économique de l'équation, c'est que lorsqu'on a éventuellement identifié un produit, qu'on a sélectionné un déchet, qu'on l'a conditionné et transformé chez un industriel, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait derrière? C'est est-ce qu'on a au niveau local, au niveau national, est-ce qu'on a les filières qui vont être capables d'utiliser justement et de réutiliser cette matière? C'est sûr que si on n'a pas ces filières-là, mécaniquement, le coût effectivement de la prestation du service et de la valorisation va augmenter parce que on va être obligé de l'exporter, très concrètement.
Ou alors, ce qui risque de se passer malheureusement, c'est qu'on fasse effectivement ce travail de tri correct effectivement chez l'industriel et qu'au final ça reparte au fin fond de la décharge. Donc voilà, c'est pour ça que cette logique d'équilibre économique, il faut le remettre dans cette perspective-là, et je pense que ça c'est quelque chose qui est nécessaire au Maroc si on veut effectivement faire avancer les choses. Est-ce que le déclic a été opéré? Les acteurs qui arrivent effectivement de l'international, qui se positionnent avec effectivement des exigences internationales dans la façon de gérer leurs déchets, et qui de ce point de vue vont effectivement, j'allais dire d'eux-mêmes, au-delà justement des contraintes locales, et qui effectivement, eux, vont rentrer dans des mécanismes de gestion de leurs déchets en poussant, alors je prends l'exemple effectivement de l'un de nos clients, pour ne pas le nommer, Renault à Tanger, et qui va effectivement traiter ces déchets dangereux, considérant qu'il n'y a pas de solution au niveau effectivement local, ou que des solutions partielles, est obligé d'exporter son déchet dangereux effectivement pour être traité. Voilà. Donc ces acteurs-là, effectivement, sont, j'allais dire, sont dans la bonne dynamique, dans la bonne logique, mais ils le font pas sous la contrainte d'une problématique de contexte local ou de réglementation, ils le font par rapport à la contrainte de leurs propres exigences. Ça a été installé en 2011. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous donner une idée sur le succès ou pas de ce type d'outil? J'imagine que puisque vous êtes en train de le développer de plus en plus, c'est qu'il y a de la demande. Maintenant, est-ce qu'il y a une offre en face pour répondre à cette demande? Merci. Je souhaite aussi commenter sur le volet prise de conscience, parce qu'en fait, je vois qu'à travers les exemples qui ont été présentés par CITA, vous êtes beaucoup plus dans la moyenne et grande entreprise, mais il y a aujourd'hui aussi une prise de... En fait, c'est des entreprises qui ont une obligation, parce qu'ils ont en fait des chartes de développement durable au niveau international, ils sont obligés de respecter en fait des exigences de groupe en général, mais quand on parle de la PME aujourd'hui au Maroc, oui, il y a une prise de conscience aussi de la part de la PME. Tout à l'heure, quand j'ai présenté des exemples des entreprises marocaines, où il n'y a aucune obligation aujourd'hui pour faire des actions, et je dirais que la contrainte majeure aujourd'hui pour les PME qui constituent aujourd'hui plus de 90% de notre question industrielle, c'est vraiment la problématique que vous avez touchée au départ, c'est la problématique coût. Et comme vous l'avez expliqué, le coût en fait c'est une chaîne, c'est un tout. Et aujourd'hui, malheureusement, les industriels sont en fait obligés de supporter ce coût élevé dû à l'absence en fait d'infrastructures de réglementation et tout. Les choses en fait elles sont en train de se mettre en place doucement et gentiment. En fait, il y avait un vide total. Il y a une loi cadre en fait le 28/00 qui vient de voir le jour en 2006. Les décrets d'application sont en cours. Il y a tout un accompagnement qui est assuré, donc le département d'environnement bien sûr qui est chargé de la mise en place de ces lois, le département de l'industrie qui sont aujourd'hui absents, mais je me permets aussi de dire qu'ils font un travail aussi énorme pour accompagner les industriels, parce que le problème aussi c'est qu'il faut penser à l'impact de cette réglementation sur un industriel, notamment une PME qui ne peut pas aujourd'hui en fait supporter cet impact. Il y a une loi sur les déchets, il y a une loi sur les rejets liquides, il y a une loi qui va avoir le jour sur les rejets atmosphériques, il y a le coût d'énergie qui augmente de jour en jour, donc il y a aussi la compétitivité de l'entreprise à prendre en considération. En matière de filière de recyclage, en fait, je pense qu'on a avancé en fait quand même d'une façon significative. Donc aujourd'hui, il y a des programmes très avancés, très sérieux en matière de mise en place de filières de traitement. Il y a des investisseurs qui s'intéressent de plus en plus au Maroc en fait pour la mise en place de filières de traitement. Notamment, on a vu une dizaine en fait qui vient de s'installer sur les 2 dernières années. Donc ça va permettre aussi d'alléger en fait cette partie coût pour les industriels. Je reviens au volet bourse des déchets. En fait, ce vide total en fait c'est la raison en fait de la création de la bourse des déchets. L'idée en fait c'était une mise en contact entre 2 industriels en dehors donc des filières de traitement ou de filières de valorisation des déchets, donc mettre en contact un industriel qui génère un déchet avec un autre qui peut l'utiliser comme matière première secondaire. L'industriel qui a un déchet, c'est-à-dire il a une problématique, il a un coût lié en fait au transport, la mise en décharge ou la valorisation, et ce coût peut être transformé en valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'il peut vendre ce déchet à un industriel qui peut l'utiliser en tant que matière première secondaire, et le deuxième industriel va acheter une matière première secondaire à un coût moindre. Donc l'idée c'est de trouver une approche gagnant-gagnant. J'ai beaucoup apprécié tout à l'heure votre slide sur l'entreprise en fait à Casablanca. Je pense que c'était l'exemple de Somaka aujourd'hui qui peut aussi en fait générer des gains, et donc les gains peuvent couvrir la partie liée au service carrément, donc du prestataire de service. Si on arrive à multiplier
ces approches, en fait, ce sera quelque chose de très bien, notamment pour la PME marocaine. La bourse de déchets a vu le jour donc, fin 2011, donc on a commencé à mettre en place la bourse depuis 2012. On s'attendait à une réactivité un petit peu élevée de la part des industriels donc pour aller sur le site, s'enregistrer, etc. Malheureusement, on se rend compte que rien que le fait de s'inscrire pour avoir un mot de passe et un login pour avoir accès aux offres et les annonces, ça empêchait les industriels de le faire. Voilà. Parfois, on se baladait en fait avec les ordinateurs chez les industriels pour dire voilà comment vous créez votre comment dirais-je, votre compte sur le site, etc. Et aujourd'hui, on est vraiment sur une approche, tout à l'heure j'ai cité simplification de l'approche, et on va tester l'approche en fait au niveau de la zone industrielle ici à Casablanca pour donner l'exemple. Quand on a des exemples concrets, les industriels peuvent suivre. Sachant qu'on est, depuis la création, on est sur une vingtaine d'études de cas qu'on est en train de concrétiser gentiment. On a été confronté à des problématiques genre de vide réglementaire. Donc, tout à l'heure, j'ai cité le contrat entre le repreneur et le détenteur. Quel cadre réglementaire qui va voilà, accompagner ces contrats. Donc, il y avait des contraintes d'ordre beaucoup plus réglementaire. Il y avait aussi des industriels qui ont... Il y avait des exemples très simples, en fait. D'ailleurs, on prévoit d'organiser une grande rencontre début 2014 pour présenter les premiers résultats de la bourse. Mais il y avait aussi des industriels, notamment des grandes entreprises où il y avait une problématique liée à la partie recherche et développement. Et là, c'était quelque chose de très bien parce que ça nous a permis de faire le lien avec l'université. On a trouvé des projets franchement très intéressants de recherche et développement au niveau des universités marocaines, mais il n'y avait jamais le contact avec les industriels pour la mise en place. Donc voilà, mais les premiers résultats donc, seront Inch'Allah présentés début 2014. À ça, j'imagine qu'il y a énormément de questions par rapport à tout cela. On reviendra peut-être un petit peu plus dans le détail par rapport aux solutions proposées. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, bon, j'ai au fait des gestions des déchets ménagers. Est-ce que vous avez, bon, ça ne marche pas, est-ce que vous avez un commentaire à faire? Est-ce que vous êtes interpellé par rapport à ce message-là de Sa Majesté? Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est par rapport au CNPP, excusez-moi de ne pas pouvoir le répéter parce que c'est tellement rare, on n'entend pas parler. Vous parlez de bourse de déchets. Je sais que plein d'industriels qui sont dans la salle ne sont même pas au courant de l'existence, peut-être même du centre, encore moins de la bourse. Est-ce que, pour ne pas tomber dans le bide un peu de la loi sur la circulation et tout ça, elle est là, elle existe, que personne ne respecte, on tue encore plus qu'on ne tuait avant même qu'elle n'existait. Est-ce qu'il ne serait pas beaucoup plus judiciable que de procéder peut-être par la sensibilisation des industriels, aller vers les industriels pour les sensibiliser, que de... Allez, c'est un peu trop sophistiqué à mon goût tout de suite, en tout cas, d'aller vers ce genre de process qui est très bon, mais je pense que c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs, quoi. Vous allez trop vite en besogne avant même que les gens ne soient au courant. Deuxième question. Troisième petite question aussi, c'est par rapport à Sita Beda. Est-ce que le problème aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de plateforme justement de valorisation? Parce qu'à ma connaissance, il n'y a que Ecoval qui met en valeur, qui valorise en tout cas les déchets industriels aujourd'hui au Maroc, de manière générale, en dehors des cimentiers qui peuvent un peu recycler leurs déchets. Est-ce que ce n'est pas ça le problème réel, que justement, parce que vous avanciez le chiffre de 4%, je crois, tout à l'heure, pour dire que c'était seulement 4% des déchets industriels qui sont incinérés au Maroc. Donc il y a un problème sérieusement de plateforme, peut-être de valorisation. Et ce n'est pas là le problème. Et ce n'est pas sur ce créneau-là qu'il faut investir, parce que sinon le constat, tout le monde le sait, hein, vous l'avez dit, il y a des études qui ont été faites et tout ça, donc tout le monde est conscient du constat que voilà, qu'on est là, c'est dangereux et ça va encore devenir beaucoup plus dangereux si on ne fait rien. Est-ce que le problème n'est pas là? Merci. Merci. Effectivement, la question sur Casablanca, je comprends que c'est une question d'actualité, même si ce n'est pas une question qui, théoriquement, est l'objet de notre réunion d'aujourd'hui. Surtout en considération des chantiers, Casa est un chantier ouvert, donc oui, tout à fait. on est un peu dans les déchets industriels. Donc, oui, absolument. Donc, enfin bon, sans m'étendre effectivement en termes de réponse, répondre à votre question, bien sûr, on se sent concerné, on se sent interpellé, bien évidemment, sinon, d'ailleurs, ce serait, j'allais dire, ce serait ou grave ou irresponsable de ne pas se sentir concerné. Très honnêtement, on se sent concerné, ceci dit, au quotidien, dans la réalisation des prestations que l'on fait. Alors, ce serait effectivement complètement, comment dirais-je, stupide de dire et de nier les difficultés auxquelles on est confronté.
Moi j'allais dire, et essayons de regarder la chose effectivement de façon positive, en la remettant aussi un peu dans le contexte, le principe de la gestion déléguée au Maroc en matière de collecte des déchets municipaux est quelque chose qui est assez récent. On comprend bien que c'est, comme tout mécanisme récent, effectivement, dès lors qu'en plus il se développe et s'inscrit dans un contexte particulier, parce que, encore une fois, le Maroc, c'est pas l'Europe, c'est pas l'Asie, et c'est pas les États-Unis. Bien évidemment, comme c'est nouveau, il y a forcément un certain nombre d'ajustements qu'on a pu constater, j'allais dire, sur le terrain, au quotidien. On a appris beaucoup de cette expérience-là. J'allais dire, profitons, capitalisons sur justement ce qu'on peut constater comme difficultés, comme dysfonctionnement, comme erreur, et profitons justement du fait que l'appel d'offres de renouvellement de ce contrat de gestion déléguée est sorti d'ailleurs il y a assez peu de temps, là, il y a 15 jours, un peu plus de 15 jours. Profitons justement de cette opportunité-là, capitalisons sur nos expériences pour faire en sorte que les nouveaux schémas que l'on mettra en place dans la nouvelle période régleront justement tous les problèmes et les dysfonctionnements qu'on a constatés sur le terrain. Voilà, nous faisons une approche réaliste, honnête et puis pragmatique pour aller effectivement de l'avant et avancer. Il y a matière à avancer, moi je suis de ce point de vue complètement et résolument optimiste. Sa Majesté a parlé de problématiques des déchets en général sur la région de Casablanca. Je peux vous dire que dans la gestion environnementale, par exemple, quand on met en place, je pense que la majorité parmi vous sont familiers avec l'ISO 14001, quand on met en place une démarche environnementale, on parle toujours de l'engagement de top management. Alors il n'y a pas mieux que l'engagement d'un roi pour mettre en place des choses. Vous avez vu quand Sa Majesté a parlé de l'environnement dans son discours de 2009-2010, tous les chantiers en fait, qui ont vu le jour en fait, depuis. Le CNPP n'est pas connu, ça m'étonne quand même, M. Bachir, vous êtes un habitué de la CGM, et le CNPP c'est un centre de la CGM. Voilà. La sensibilisation, quand je fais ma présentation, je commence toujours par la sensibilisation. Quand je montrer les exemples, je commence par la sensibilisation. Aujourd'hui, ce qu'on a constaté, en fait, c'est que quand on parle la majorité des ateliers en fait, d'information générale sont organisés au niveau de Casablanca et de Rabat. Quand on va vers des industriels, j'ai montré tout à l'heure exprès la carte pour dire qu'on va aussi vers les régions. Quand on accompagne des industriels à Oujda, dans la partie sud d'Arlaoua, les gens ne savent même pas qu'il y a une loi aujourd'hui sur les déchets ou qu'il y a une réglementation qui peut avoir le jour. Donc on n'a jamais arrêté de faire de la sensibilisation, au contraire ça continue. Et on est même carrément en train de mettre en place des nouveaux programmes, genre les débats du CNPP, les newsletters qu'on est en train de mettre en place. Et donc la sensibilisation, c'est très présent dans les cadres de nos actions. Vous avez dit que la bourse est une étape supérieure. Moi je dirais non. En fait, il y a deux choses à faire en parallèle. La sensibilisation, c'est vrai pour les gens qui ne connaissent pas, mais il y a des gens aujourd'hui qui ont une vraie problématique et qui demandent des solutions. Le centre, quand il a été créé en fait en 2000, on allait vers les industriels, on proposait le service. Et gratuitement en plus. Peu d'industriels adhéraient à la démarche, sinon elles réalisaient les études, c'est-à-dire elles ouvraient les portes pour les consultants, réalisaient les études, après elles gardaient les rapports dans les tiroirs. Aujourd'hui, on est dans un autre cas de figure, c'est que c'est les industriels qui appellent le centre pour des problématiques ou pour des services. Et dans la en fait, il y a beaucoup de cas, on ne trouve pas de réponse, notamment aujourd'hui la problématique des déchets dangereux, c'est une grande problématique pour les industriels. Bon, il y a des industriels qui appellent pour dire j'ai telle quantité de déchets stockés, qu'est-ce que je peux en faire avec? Donc il n'y a pas de plateforme aujourd'hui nationale pour le traitement, ça constitue quand même une vraie problématique. Vous avez posé la question par rapport aux entreprises de valorisation des déchets à part les cimentiers. Les cimentiers, en fait, c'est vrai qu'ils ont fait quand même un projet intéressant par la valorisation énergétique des déchets, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui se mettent en place. Et dans le cadre de la bourse de déchets, nous sommes en train de préparer un catalogue de prestataires de services et sont aujourd'hui très nombreux, notamment en matière de déchets hospitaliers. J'ai parlé tout à l'heure de la première plateforme au Maroc pour le traitement des déchets électroniques, des cartes en fait électroniques, mais il y a beaucoup d'industriels en fait qui sont déjà sur place pour le traitement des déchets. Mais la problématique reste toujours en fait un sérieux problème pour les PME. La troisième question, à propos des plateformes de valorisation de mouvement. C'est vrai qu'aujourd'hui, la question des entreprises privées, des industriels et services, c'est le coût. C'est-à-dire, si on va parler des plateformes, je pense que c'est vrai que Ecoval, ils ont démarré depuis 2008 et qu'ils ont une plateforme de traitement et pas de valorisation. Enfin,
La question aujourd'hui, c'est que la plateforme de valorisation, il n'y en a pas plusieurs au Maroc. Et je pense que c'est la première de CITA. Il a créé cette plateforme pour valoriser au mieux les déchets. Parce que les entreprises privées, ils attendent une recette de valorisation et pas pour traitement. Et nous, notre position, c'est qu'on fasse un équilibre entre la valorisation et le traitement. Si on arrive avec une solution au client de dire, ben voilà, nous, on va récupérer vos déchets dangereux et vous payez rien, je pense que c'est la bonne solution, c'est ce qu'il attend de l'entreprise. Merci. Des industriels qui sont beaucoup plus producteurs de déchets, qui soient dangereux ou pas. Est-ce qu'il y a un classement aujourd'hui? Bon, j'ai trouvé quelques chiffres maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est réellement aujourd'hui. Est-ce qu'on est toujours dans un classement de chimie-parachimie par rapport à des choses qui sont de gros producteurs? À quelle hauteur à ce moment-là? Est-ce que nous avons des chiffres? Est-ce qu'au niveau des études qui ont été faites ou autres, on peut estimer aujourd'hui les secteurs industriels producteurs justement de déchets? Ma question est ouverte, hein, si vous avez des réponses. Où se situe l'agro-industrie, où se situe le textile, la chimie-parachimie? Ça nous aiderait peut-être un petit peu plus à avoir une visibilité. C'est vrai que les chiffres qui existent, c'est les chiffres qui ont été totalement très participés. En fait, c'est la dernière étude sur les déchets industriels au Maroc. Ce qu'on fait, en fait, si vous voulez comparer, ce qu'il faut, en fait, c'est rapporter les déchets au tonnage de production. Parce que quand vous parlez d'une entreprise, c'est normal quand vous parlez d'OCP que les tonnages sont très grands. Quand vous parlez de, je sais pas, de Somacao, il faut juste, en fait, tout à l'heure, vous avez parlé, en fait, d'un ratio de production des déchets par rapport au... En fait, c'est des ratios qu'on utilise aujourd'hui en général dans l'environnement, c'est la consommation d'eau par tonne de produit, c'est la consommation d'énergie par tonne, et donc c'est là où on peut situer l'entreprise et comparer par rapport au benchmark international et voir s'il y a un potentiel de réduction. Mais la structure en termes de production de déchets aujourd'hui au Maroc, à quoi elle ressemble? Qu'est-ce qu'on a comme secteur client pour un prestataire de service ou secteur intéressant à suivre pour des observatoires comme ça? CITA, c'est vrai qu'on doit reporter tout le déchet par rapport à un ratio. Le cas de... On a l'expérience au niveau du secteur industriel automobile, c'est que le ratio kilo-véhicule, je pense que elle est très élevée. Parce que la CNEDS, les chiffres projetés, c'est des chiffres des déchets dangereux et pas des déchets, on va dire, globaux. On en parle beaucoup sur les déchets dangereux, alors qu'il y a des déchets valorisables, il y a des déchets utiles, tout ça. Moi, personnellement, je trouve le secteur automobile, elle est un secteur producteur du déchet. Parce qu'il y a toute la partie conditionnement, toute la partie de la matière première qui est récupérée de l'étranger et qui est conditionnée dans des déchets valorisables, genre carton, bois, plastique. Voilà. L'aéronautique va venir aussi. Même le client aéronautique, le grand client aéronautique aujourd'hui, mais ce n'est pas les mêmes grandeurs du déchet. C'est là pour nous, pour la collectivité de manière générale. Est-ce que vous avez une idée de ça? C'est-à-dire que le manque à gagner pour l'État, même pour l'économie marocaine par rapport à ça, à la non-gestion, au non-traitement, à la non-valorisation de ces déchets. Deuxième petite question, par rapport à la loi toujours, vous avez parlé de la loi 2800. Après, on va m'accuser parce que tu es journaliste, la parole qui monopolise. Mais c'est pour sauver la planète, si je ne parle pas. Oui, c'est juste par rapport à la partie pollueur-payeur. Est-ce qu'elle est respectée? Sinon, pourquoi on l'inscrit dans la loi si elle n'est pas respectée? Plus de la collectivité, parce qu'on parle de l'ordure ménagère, et pas pour l'industriel. Pour cette partie, je laisserai le soin à M. Vigé qui me répond. Et sur la deuxième question à propos de pollueur-payeur, c'est vrai qu'au niveau de la loi 2800, il y a cette notion, mais aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de décret, il n'y a pas des contrôleurs, il n'y a pas une application restreinte de ce décret-là et de ce texte de loi. Dernièrement, ça fait maintenant plus qu'une année, qu'au niveau de la collectivité, au niveau du client collectivité Grand Casablanca, il nous a demandé de plus collecter les restaurants. C'est-à-dire, Cita Al-Baïda, elle ne doit plus collecter les restaurants. Voilà. C'est des clients privés. Je pense que c'est des clients privés et qui doivent eux-mêmes...
exact, malgré que c'est des déchets ménagers, mais c'est des déchets qui sont générés dans leur process. C'est un client privé qui doit payer son déchet. Et je pense que c'est normal et c'est quelque chose qui se fait à l'étranger. Pourquoi pas, on ne fait pas ça au Maroc. Voilà. Cette idée, il y a un programme qui a été lancé par le département de l'environnement, c'est le programme national de la prévention de la pollution industrielle. C'est un programme national avec des composantes au niveau des différentes régions. La composante Casablanca, donc le programme pour Casablanca, il a démarré l'année dernière par la partie étude, la partie inventaire en fait des grands, je ne vais pas dire des grands pollueurs, c'est des sources de pollution au niveau de la région de Casablanca. Et c'était justement une problématique en fait, où est-ce qu'on peut situer les restaurants, les hôtels, les ateliers mécaniques. En fait, il y a des comment dirais-je, des institutions, des entreprises aujourd'hui qui ne font pas partie de l'industrie, mais quand même qui causent une pollution qui peut être assimilée à de la pollution industrielle et non pas de la pollution en fait, à des déchets ménagers. Vous avez évoqué l'exemple des restaurants et snacks. En fait, j'étais choquée par le nombre de snacks sur Casablanca et la quantité des huiles en fait, générées par des restaurants, sachant que c'est un gisement aujourd'hui. Et il y a une première entreprise, d'ailleurs, vous avez posé la question à M. Bachir tout à l'heure sur les entreprises de valorisation. Il y a l'exemple d'un jeune qui a mis en place une entreprise de valorisation des huiles de friture. Il a commencé par tout ce qui est donc, ménage, etc. Et là, je pense qu'elle est en train d'étendre quand même son activité. Et là, c'est un grand gisement. Le coût de non-traitement, c'est une question très importante. Il y avait beaucoup d'études, notamment une dernière étude de la Banque mondiale qui a parlé en fait de l'impact de la dégradation de l'environnement. L'idée, c'était d'évaluer un petit peu ces coûts. Je n'ai pas les chiffres en tête parce que je n'aime pas parler en général. La problématique de déchets est un petit peu très spéciale. Même les chiffres officiels qui sont là, quand on a commencé à mettre en place la bourse des déchets, on se rend compte que les chiffres ils sont beaucoup plus importants que ça. Donc, ça, c'est un vrai coût. Si on arrive à valoriser ces déchets, en fait, vous avez parlé tout à l'heure des 70% qui ne sont pas valorisés. Je pense que sur les 70%, si on arrive à valoriser la moitié, ce sera quelque chose de très bien. Je pense quand même, je vais orienter un petit peu la question politiquement. Il n'y a pas malheureusement le ministère de l'Industrie avec nous, mais la création du secrétariat d'État en fait en charge d'informer, je pense que c'est quelque chose de très bien pour les filières de déchets parce que le problème des chaînes ou bien de filières de déchets aujourd'hui, c'est la présence d'informés. Comment en fait, nous on a collaboré avec la Fédération des industries de papier et carton. Et elle organise chaque année une journée de sensibilisation sur le vieux papier. C'est l'exemple pur en fait d'une industrie qui est basée sur l'informel pour la matière première en fait ces intrants. Donc l'idée c'est comment aujourd'hui organiser cette filière informelle, sachant que quand on a fait des inventaires, notamment l'inventaire sur les déchets électroniques, c'est une filière qui est organisée en fait. Il y a des grossistes, il y a des semi-grossistes, il y a même les chevaliers qui sont dans la rue, ils savent très bien ce que ça veut dire un déchet banal, un déchet dangereux, etc. Sauf qu'ils le pratiquent dans des conditions qui ne sont pas écologiques. Comment faire aujourd'hui en fait organiser ces filières, profiter de ce savoir-faire qui est là, de ces gens en fait dans l'informel, organiser ces filières. Je pense que c'est un chantier quand même qui est énorme pour le nouveau secrétaire d'État. Pollueur-payeur. Je vous donne l'exemple en fait quand on parle des déchets, on parle c'est même pas pollueur-payeur, on parle des taxes aujourd'hui. Donc, est-ce que le consommateur aujourd'hui est prêt à payer des taxes? En fait, la première taxe qui va voir le jour, c'est la taxe sur les plastiques. Et donc, on va voir ce que ça va donner. Pollueur-payeur, il existe en fait. Je donne l'exemple des déchets liquides cette fois. Le texte, il existe depuis 2006. Les textes, on en a partout là. Non, en fait, le gouvernement, il a donné quand même une période de grâce aux industriels donc pour se conformer, parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain mettre en place des stations de traitement chez les industriels pour... c'est des investissements, c'est des coûts d'exploitation, mais je pense même avec la période de grâce, c'était normalement 2006-2013, on est encore très loin, on n'est pas prêt. Donc, mais c'est un principe qui est, je ne sais pas si je veux dire malheureusement, heureusement présent dans la réglementation, parce que peut-être ça va pousser. Quand j'ai intégré le CNPP, la première chose que le CNPP, comme je dis, il a été soutenu par la coopération suisse. On a fait en fait un voyage d'études en Suisse pour voir le modèle suisse en matière de protection de l'environnement. Ben, nos amis suisses, s'ils sont aujourd'hui très développés en matière de respect, de tri, de valorisation des déchets, parce que ils ont touché en fait à la partie financière. Donc, il a fallu payer même le sac en fait de collecte, il paye le tout, vous payez même en fonction de la surface pour les eaux de pluie en fait chez vous. Donc les taxes, ils ont quand même fait que la Suisse aujourd'hui c'est un modèle, mais malheureusement je pense
pense pas qu'on peut proposer ce même modèle au Maroc, mais la taxe pollueur-payeur, ça peut être quelque chose d'intéressant pour les industriels. Voilà. Et dans les déchets dangereux, des déchets désastreux, des déchets qui sont avec infection, quel est l'état des lieux du Maroc aujourd'hui? Donc, un centre de traitement dans le nord, mais est-ce que ça, c'est des projets de CITA, est-ce qu'il y a des choses qui se font? Article 6 heures, ça permet éventuellement de déployer ces solutions justement au plus près des sites de production, surtout pour ceux qui sont un peu isolés, ceux qui sont un peu éloignés, ce qui permet de, comment dirais-je, de ménager le coût des déchets, d'éviter notamment des transports sur des grandes distances. Donc de ce point de vue, pour répondre à votre question, je pense qu'il y a sur ce domaine-là des choses à faire, des choses à mettre en place et à améliorer pour relever un peu effectivement le standard de la gestion de ces déchets particuliers. On a peut-être encore une question dans la salle avant de... Je suis chargée de l'environnement de la région de Marrakech. Pour l'éclaircissement concernant les pollueurs-payeurs, il y a un circulaire ministériel du ministère de l'Intérieur qui est sorti cette année concernant les restaurants, les hôtels, etc. Donc tous les producteurs qui produisent beaucoup de déchets ménagers, ils doivent payer la collecte et le traitement de ces déchets-là. En principe, c'est la commune qui s'en charge, mais vu la quantité produite par ces producteurs-là, ils sont obligés par la loi maintenant, par un circulaire ministériel, de payer ou bien de contracter avec une entreprise spécialisée en la matière pour collecter leurs déchets et les traiter. Ça, c'est un éclaircissement. Concernant mes questions, donc la première question, c'est pour Madame Hassas. Pour la bourse de déchets industriels, vous avez parlé de l'offre et la demande de ces déchets industriels, vous avez parlé aussi des différents types de déchets non dangereux, des déchets dangereux, qui seront collectés, qui seront transférés entre les industriels en fonction de leur demande. Moi, je me demande, et j'ai le souci des déchets dangereux, parce que là, si on pense au transport des déchets dangereux, voilà, ma question c'est le comment des choses, et spécialement pour s'il y a un transport transfrontière, s'il y a un transfert de déchets entre différents pays. Donc je sais qu'il y a une réglementation là-dessus, c'est une réglementation très très sévère. Donc comment vous pensez qu'il y aura un transfert de déchets dangereux, que ce soit à travers les frontières ou que ce soit à l'intérieur du pays? Ma deuxième question, c'est pour M. Damir, pour la plateforme que vous avez dit qui va démarrer en décembre 2013, c'est ça? Le traitement des déchets dangereux et non dangereux. Voilà toujours ma question pour les déchets dangereux. Comment vous pensez traiter les déchets dangereux au niveau de votre plateforme? Quelles sont les méthodes prévues pour ces déchets-là? Merci. En relation donc, entre les industriels, détenteurs et repreneurs. Donc on ne se charge pas de la partie collecte et transport, c'est en fait une entente et un accord entre les deux industriels pour la collecte et transport. Je suis tout à fait d'accord pour le volet déchets dangereux, mais par contre on parle d'une bourse de déchets nationale. On n'a pas voulu lancer quelque chose d'international parce que d'autres problématiques. Là on est dans une bourse vraiment purement nationale. Et quand j'ai dit qu'on va faire l'expérience au niveau d'une zone industrielle, et les déchets. Donc on ne transporte rien du tout, on ne collecte pas. C'est un échange entre les deux industries. C'est une question qui n'a pas posé de problème pour les études de cas qu'on est en train de... Par contre, lorsqu'on va parler de déchets valorisables, c'est-à-dire que là on parle pour le coup plus de déchets, on parle de matières valorisables, on parle de matières en seconde vie. Là, dans ce cas-là, la gestion effectivement un peu transfrontalière est tout à fait envisageable parce qu'on ne parle plus d'élimination, on parle de valorisation, on parle de recyclage. Donc la problématique de ce point de vue est différente et là, il y a beaucoup plus d'opportunités et de possibilités. Après, elles sont simplement économiques après en problématique de coûts de transport et coûts éventuellement de douane et de frais divers. Juste une précision encore sur le sujet, c'est que CITA Maroc, c'est la première entreprise qui a travaillé sur le dossier de notification selon la convention de Bâle. Et on a fait pour un client industriel qui est en zone franche, on a réalisé presque 1000 tonnes de
déchets qui étaient envoyés par transport transfrontalier, routier et maritime, pour le traitement des déchets dangereux en Espagne. Voilà. C'est juste une précision, mais c'est très clair sur cette partie-là de la bourse de déchets, c'est qu'il faut peut-être creuser ce point-là et travailler sur le transport. Parce que c'est vrai, vous créez, soi-disant, relation entre le producteur et l'acheteur du déchet, mais vous n'assurez pas la chaîne de transport ou la chaîne logistique voilà, qui suit. Sur la deuxième question, à propos de la plateforme de CITA au Maroc, c'est vrai que j'ai cité les déchets dangereux et non dangereux. Juste pour clarification, la plateforme de CITA Maroc, elle est faite pour, la grande partie, c'est pour les déchets non dangereux, pour qu'on réalise l'opération de tri, de conditionnement et de valorisation et traitement. Et le deuxième point, pour la partie dangereux, c'est que nous aurons une zone pour le transvasement des déchets. Ce n'est pas pour le traitement des déchets in situ. C'est-à-dire notre façon de faire, c'est qu'on va collecter les déchets en petite quantité chez nos industriels, on les récupère, on les collecte, on les transporte chez nous à la plateforme et on réalise l'opération de transvasement. Transvasement, de conditionnement, et après on envoie directement à la filière de traitement. Genre incinération, enfouissement, incinération. D'accord. Je pense qu'enfouissement, on ne peut pas enfouir les déchets dangereux. Je parle, je dirais globalement, des déchets dangereux et non dangereux. Je prends un cas, un exemple, une benne que j'ai récupérée chez un client industriel X. Je les récupère, il y a des déchets valorisables. Ma mission, c'est qu'on va trier le déchet au niveau de la plateforme, on récupère la fraction valorisable, et pour la partie non valorisable résiduelle, bah, ça va finir au niveau de la décharge. C'est-à-dire que ce n'est pas du dangereux, mais c'est du dangereux qui va être traité en décharge. Les décharges manquaient, vous savez, il y a beaucoup de décharges manquaient. En construction, 2 je pense, et les autres ils sont en cours d'étude. Et voilà, donc pour transférer des déchets dangereux au niveau de la décharge, il n'y a pas de traitement. Au niveau des décharges contrôlées même, il n'y a pas de traitement de déchets, il y a l'enfouissement. Je n'ai pas parlé de non dangereux, je parle pas dangereux mais résiduels, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les récupérer, on ne peut pas les valoriser. C'est des déchets, c'est comme... c'est ultime, exactement, c'est des déchets ultimes bah, qui finissent au niveau de l'enfouissement, au niveau de décharge. Par contre, pour la partie dangereuse, c'est que du transvasement et ça part au niveau des filières de traitement qui sont agréées. Je pense qu'il y a une partie aussi de B2B où vous pourrez approfondir un petit peu le débat par rapport à vos questions directement avec les professionnels qui sont avec nous aujourd'hui, agréablement autour d'un café au quintet. Je voudrais très brièvement demander à mes intervenants de faire un petit mot de la fin. Et donc bien sûr le débat peut continuer tout à l'heure en one-to-one. Je réponds à la dame. Ça sera au mot d'accord. Vous avez parlé que vous êtes la première plateforme de valorisation. J'aimerais bien comprendre le mot valorisation en fait. Excusez-moi, je suis une technicienne et qu'est-ce que vous voulez dire par valorisation et vous êtes le seul qui font la valorisation, notamment pour le papier, carton, plastique et autres. Et on a vu en fait la distribution des agences de CITA. J'ai vu que vous arrêtez au niveau de Safi. Pourquoi pas la région sud? Notamment Marrakech et Agadir, c'est des villes aujourd'hui exemplaires quand même en matière voilà, de gestion des déchets. Pourquoi en fait vous vous intéressez beaucoup plus à la partie nord qu'à la partie sud du Maroc? Voilà. Et merci. Venant de l'Europe, pour la question de la plateforme, pour la plateforme de valorisation, nous on a intitulé le mot plateforme de regroupement et de valorisation matière. C'est-à-dire aujourd'hui, le souci des entreprises privées, c'est que la quantité de déchets est très minime et ne peuvent pas la valoriser directement au niveau des grandes filières de traitement, genre papeterie ou d'autres, ou sidérurgie, la série. C'est-à-dire aujourd'hui, notre position, c'est qu'on collecte ces déchets directement des entreprises et on le trie, on les conditionne chez nous et en même temps, on le prend exactement vers les filières. La valorisation n'est pas faite sur la plateforme. Exact, mais c'est de la valorisation, c'est-à-dire on crée de la valeur ajoutée pour ces déchets-là.
Je reprends un client qui génère pas beaucoup de déchets, ils ne peuvent pas valoriser ces C'est la déchets. chose des critiques, mais la valorisation n'est pas faite au niveau de la plateforme. C'est ce que je voulais juste... C'est pas le process industriel qui est fait au niveau de la plateforme. Deuxième question par rapport aux agences, par rapport aux proximités. Je réponds pas, madame. Par rapport à la deuxième question, c'est que c'est vrai qu'on a 11 agences déjà qui sont présentes au Maroc. Je pense que ça c'est notre point fort. Et pourquoi pas qu'on rajoute d'autres agences. Et ça c'est par rapport au développement industriel et de la collectivité au sein du Maroc. Je pense, bien sûr, on a notre mission, notre stratégie, c'est de se développer encore au Maroc et pour être présent côté région dessus. C'est vrai qu'on est à Oujda, qui est très loin là, mais pourquoi pas Marrakech et Agadir. Exactement. Et pour, voilà, j'enchaîne sur la question de dame, c'est que pour les deux filières, pour le traitement de ces déchets dangereux, c'est pour le local, c'est-à-dire on aura le traitement local au Maroc, et pour les déchets qui n'ont pas de filière de traitement localement, bien sûr, on prévoit de les exporter vers l'étranger. Voilà. Et je vous remercie l'audience, je vous remercie tout le monde pour la présence. Merci. Je suis effectivement content de cette initiative et d'avoir participé avec vous à cette initiative. J'espère qu'elle est justement simplement la première d'une longue série. Je pense qu'il y a énormément de choses sur lesquelles nous pouvons justement partager, échanger, contribuer. Comme on l'a dit, tous les acteurs doivent être contributeurs justement du système, tant au niveau effectivement des autorités, au niveau de partenaires tels que Madame, à ce niveau-là, qui a vraiment un rôle en termes justement d'information, de sensibilisation et de démarche qui est très très intéressant. On a besoin effectivement également des industriels parce que ce sont eux qui produisent. Le consommateur, à la limite, à un moment donné, sera également éventuellement à mettre dans la boucle d'une manière ou d'une autre. Enfin voilà, je pense que cette plateforme-là est très intéressante, mais il faut qu'on la poursuive justement pour aller de l'avant. On voit qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a un vaste chantier intéressant, plein de promesses, plein d'intérêts, et il faut qu'on poursuive. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à l'assistance, merci à nos intervenants. Et on vous donne rendez-vous très très bientôt pour développer